Merci Sandrine, merci pour cette invitation, ce qui me permet de faire un petit saut à Aix. C'est un peu comme bienvenue chez les ch'tis à l'envers, puisque je viens du pays de la pluie et puis tout d'un coup, tout s'éclaircit et je retrouve un petit peu ici d'une météo dont je suis un petit peu privé pour l'instant. Donc c'est d'autant plus un plaisir d'être ici pour présenter cette bande dessinée, ce qui est en effet peut-être un petit peu particulier dans le cadre d'un séminaire scientifique, mais le projet, en tout cas de la bande dessinée, était néanmoins de parvenir à articuler un propos relativement finalement académique, c'est-à-dire qu'il s'agit de brosser une histoire du droit international, mais en même temps fondamentalement d'expliquer qu'est-ce que c'est que le droit international à un moment où on en parle beaucoup. Alors la bande dessinée a été commencée bien avant la nouvelle phase du conflit en Ukraine, mais évidemment, une fois que le conflit a pris la nouvelle ampleur qu'on connaît, on a peut-être encore plus parlé de droit international, et lorsque dans les médias ou par ailleurs, de manière générale, on vous interroge si vous êtes internationaliste sur le droit international, mais finalement, il y a toujours le même type de débat qui va arriver. Enfin, je ne sais pas quelle est votre expérience. La mienne est que oui, mais bon, finalement, est-ce que ça existe vraiment? Oui, mais c'est la loi du plus fort, mais il faudrait quand même que le droit évolue vers beaucoup plus d'universalité, plus de justice. Il y a des problèmes de deux poids, deux mesures. Donc toutes ces questions auxquelles on est confronté dès qu'on sort un peu du champ juridique et académique, où ça on n'en discute plus trop par facilité aussi, on est obligé de le faire dès qu'on sort et qu'on est en quelque sorte acteur dans un champ social ou politique plus large. Donc ce qu'on a voulu faire en faisant cette bande dessinée, c'était ça, c'était au-delà de dénoncer un certain nombre de règles dans une perspective historique, c'était d'essayer de montrer ce que c'était que le droit international. Et on a essayé de le faire autour essentiellement d'une tension, ce qu'on présente comme une tension. La tension, ça veut dire qu'on n'y échappe jamais totalement. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut choisir entre un pôle ou l'autre, mais qu'on va toujours être un petit peu exposé à deux tentations contradictoires. La première tentation, c'est, en tant qu'internationaliste, peut-être dans la culture académique des internationalistes, c'est l'idée qu'on serait justement celles et ceux qui vont permettre de découvrir ou d'établir ou de faire progresser, c'est selon les approches qu'on va utiliser, le droit international en essayant de le configurer de manière à réaliser certaines formes de justice, et de justice universelle, parce que dans le droit international, c'est justement l'idée qu'au-delà des particularismes, on aurait des principes communs qui devraient s'appliquer partout et pour tout le monde. Évidemment, là, c'est une première tentation, mais assez vite, on se rend compte qu'on doit composer avec une autre préoccupation majeure, qui est de tenir compte des rapports de force qui vont mener, comme on le sait, ne fût-ce que dès qu'on commence à faire du droit des traités, par exemple, qui est quand même une source fondamentale du droit international, et on apprend tout de suite qu'un traité n'est applicable que pour les États qui y sont partis, et donc il y a une relativité, et que donc le droit international, y compris ses principes les plus fondamentaux, n'est peut-être pas le même pour tout le monde, et dès lors, on va avoir peut-être une certaine frustration si on avait en tout cas cette ambition de justice universelle. Alors si on tient trop compte des réalités, en quelque sorte, en se disant « oui, mais c'est tellement limité par les rapports de puissance », le risque, évidemment, c'est le conservatisme, c'est-à-dire qu'on se dit alors on ne peut rien faire, parce que fondamentalement, on va toujours être soumis à ces rapports de puissance, et dès lors, ça ne sert à rien finalement d'inventer des nouvelles règles, de toute façon elles seront détournées. Donc cette espèce de réalisme, si on le pousse à l'extrême, il est très très conservateur, et donc il aboutit à renoncer complètement finalement à essayer de changer les choses, et même parfois de les gérer en laissant les rapports de force se développer. Donc cette tension-là, on la connaît, et ce qui nous semblait intéressant, c'était de la décliner historiquement, en montrant que ça a été comme ça dès les origines. Alors, on verra peut-être tout à l'heure ce qu'on peut entendre par origine, parce que c'est
l'objet évidemment d'un débat, en tout cas depuis plus de 5 siècles, puisqu'on commence, comme la couverture le montre, avec la conquête des Amériques et qu'on termine à l'époque actuelle. Et donc l'idée, c'est qu'il y a cette ligne de force-là qui va se décliner différemment en fonction des époques, mais finalement, c'est un petit peu toujours cette tension qui va caractériser l'énoncé des règles et aussi les débats sur leur contenu et sur leur mise en application. Alors, pour être complet dans cette introduction, donc le projet il s'est inscrit à la suite d'une réflexion plus large sur les rapports entre le droit international et la culture populaire, puisque on avait lors des 50 ans du Centre de droit international de l'ULB, ça marche, on avait fait un colloque qui s'appelait « Du droit international au cinéma », et donc où on avait réfléchi sur la manière dont le droit international était représenté dans des œuvres cinématographiques assez diverses. Là, les fins cinéphiles auront reconnu l'Argo Winch 2, qui n'est pas resté dans l'histoire du cinéma, mais qui met quand même en scène la Cour pénale internationale avec une certaine liberté de ton. Vous aurez peut-être reconnu Sharon Stone dans le rôle d'une procureure de la Cour pénale internationale qui, dans le film, a d'ailleurs beaucoup de pouvoir, plus qu'elle n'en a dans la réalité. Donc on s'était intéressé à ce type de représentation. Et puis, au-delà du cinéma, on avait élargi, et encore aujourd'hui, si vous allez sur le site Internet du Centre de droit international, on avait élargi à d'autres types de médias. Donc, outre le cinéma et les séries télévisées, il y a la musique, la littérature, la plus pointue, comme vous le voyez à l'écran, la bande dessinée. Donc là, on avait commencé par cette rubrique bande dessinée par un commentaire de Gaza 1956, qui est édité par Futuropolis, par Joe Sacco. On ne savait pas encore qu'on allait écrire une bande dessinée chez Futuropolis par la suite. Puis les jeux vidéo et également des œuvres plus classiques dans les musées ou encore le théâtre. Et alors, le théâtre, c'était la seule rubrique où donc les membres du Centre de droit international, on était un petit peu passé de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on avait produit nous-mêmes une sorte de représentation du droit international. Donc là, on devine, on ne voit pas très bien, mais on avait fait des petites scénettes de quelques minutes qui mettaient en scène des questions. Il y avait « L'homme peut-il être une femme comme les autres ?» Donc ça, c'est ce qu'on voit. Il y avait « Les animaux ont-ils des droits ?» Il y avait « Peut-on tirer sur n'importe qui ?» Et c'était un peu l'idée d'une scénette où deux personnages plaidaient en faveur ou en défaveur de la thèse, ce qu'on avait fait dans le cadre d'une petite représentation publique en 2015. Mais ça s'est limité là. Et puis, la bande dessinée, en effet, ça a été l'occasion de développer cette ambition, c'est-à-dire non plus seulement critiquer ou commenter les représentations qui ont été faites du droit international, mais en produire soi-même. Donc là, c'était un petit peu plus risqué, puisque comme chacun sait, c'est plus facile de critiquer que d'essayer soi-même de faire quelque chose de plus personnel. Alors, l'avantage de ce projet, c'est qu'il était original, puisque personne ne l'avait fait avant. Il n'y a pas de bande dessinée sur le droit international. Maintenant, il faut toujours se méfier. Si personne ne l'a fait avant, c'est peut-être qu'il y a des raisons, et que peut-être que soit c'est pas intéressant, soit c'est trop compliqué. Mais notre éditeur nous a encouragés dans cette perspective, et donc c'est ce qui a abouti à cette bande dessinée. On s'est aussi servi pour, je dirais, à la fois la grande structure de l'histoire et pour cette idée de tension qui a inspiré de divers auteurs comme Kosciuszko ou Emmanuel Jouannet. Et on s'est inspiré d'une introduction critique au droit international qui est, disons, le manuel de droit international qu'on utilise à l'Université libre de Bruxelles. Dans la suite de cette présentation, je voudrais, puisqu'on est en France, je n'ai pas le choix, donc je vais faire un plan en 2 parties. Néanmoins, pour marquer ma grande originalité, il n'y aura pas 2 sous-parties dans chacune des parties. Et donc,
Il faudra vous habituer à cela. Alors dans la première partie, je vais exposer un petit peu comment finalement, quelle est, au-delà en effet, comme je le dis, d'une sorte de succession de règles, de traités, d'auteurs qui jalonnent un petit peu la bande dessinée, quelles sont quelle est la manière dont le droit international, dont les règles de droit international sont représentées. Donc ça, ce sera la première partie. Et puis dans la deuxième partie, je vais voir au-delà de ça, quelles sont les grandes hypothèses peut-être qui parcourent la bande dessinée, qui ne sont pas exposées telles quelles, puisque c'est une bande dessinée, donc il n'y a justement ni plan en deux parties, ni même d'annonce ou de structuration explicite. C'est ça d'ailleurs la difficulté, c'est d'essayer que l'on s'y retrouve en lisant sans qu'on doive annoncer trop explicitement, en tout cas, la subdivision. Et donc, quelles sont les hypothèses structurantes alors qui traversent un petit peu cette bande dessinée, à part celle de l'attention que j'ai évoquée il y a un instant. Alors d'abord, donc, comment est-ce que les règles sont représentées? Bon, alors, pour présenter cela, peut-être juste vous préciser qu'on a choisi de diviser, et je viendrai sur les raisons pour lesquelles on a choisi cela, la période historique en 6 périodes, en 6 catégories, si on veut, bon, un petit peu floues, mais qui quand même nous ont semblé caractéristiques. Il y a d'abord la conquête des Amériques, parfois désignée comme la découverte des Amériques, ce qui est évidemment une autre manière de désigner le même phénomène qui est plus européocentré, mais le droit international, et c'est ça l'idée, c'est à ce moment-là qu'en conquérant les territoires, on va en même temps exporter un certain type de raisonnement sur un droit universel, qui ne s'appelle pas encore droit international, qui est fortement, voire exclusivement en réalité, teinté de théologie. Il s'agit d'interpréter la volonté de Dieu et comment est-ce que les conquistadors vont pouvoir, avec leur conscience, il y a d'ailleurs des études qui montrent que ce n'est pas du pur cynisme et qu'il ne s'agit pas juste de justifier la conquête à tout prix, c'est que fondamentalement, dans la croyance qu'il faut respecter les commandements divins, à défaut de quoi on risque tout simplement de brûler en enfer. Donc il y a vraiment cette idée qu'on va se fonder quand même sur des normes de justice universelle. Et cette tension, on la voit déjà à cette époque-là. Ensuite, il y a une autre période qui est celle, disons, qui commence au XVIIe siècle, qui est celle de la souveraineté, au sens vraiment plus théorique du terme, avec les traités de Westphalie. Donc souvent on présente effectivement le droit international comme étant né à ce moment-là, parce qu'il y a effectivement ce concept de souveraineté. Néanmoins, comme on le disait, à partir du moment où on est dans un processus de mondialisation qui a déjà commencé, et d'universalisation qui a déjà commencé avant, on a fait précéder cela d'un premier chapitre, mais ce deuxième chapitre est en effet le chapitre sur la souveraineté entre États occidentaux, mais aussi, et j'y viendrai tout à l'heure, en rapport avec le reste du monde, puisque là, il fallait gérer les relations d'organisation politique entre l'État souverain en Europe occidentale et d'autres organisations politiques dans le reste du monde. Ça, c'est le deuxième chapitre. Alors, le troisième chapitre, là, on arrive au XIXe siècle et à, disons, le siècle de la doctrine, où vous avez l'Institut de droit international et vous avez aussi cette idée qu'on ne va plus se baser ni sur la religion, ça c'était la première période, ni sur la nature ou la raison, mais disons abstraite, dans la deuxième période, où effectivement la souveraineté, c'est toutes les théories qui sont un petit peu déductives à partir de philosophies politiques et juridiques, alors que dans le XIXe siècle, c'est le positivisme, c'est la doctrine, et c'est la doctrine qui prétend observer le droit international tel qu'il se pratique. Donc c'est aussi le positivisme au sens scientifique du terme, c'est-à-dire observer la réalité et ne pas déduire de grands principes abstraits des normes, mais plutôt par induction d'essayer de dégager de la pratique des règles qui seraient appliquées et qui, de ce point de vue-là, n'auraient plus qu'à être codifiées
par la science, par des scientifiques, par des experts. Et dans ce contexte-là, comme vous le savez, ça a été également le siècle de la colonisation, qui est fondé, là aussi, scientifiquement, y compris avec les théories racistes qui, en réalité, se développent à ce moment-là, vraiment. Et donc qui vont, notamment, de manière tout à fait claire, fonder cette représentation bien particulière d'un droit international universel, mais à géométrie variable en fonction du degré de civilisation des groupements, puisqu'on dit groupements puisque ce n'est pas tous des États, justement les États, c'est uniquement en gros les États du monde civilisé, le reste c'est autre chose, disons. Donc là c'est le 19e siècle. On a ensuite une période qui est celle de l'institutionnalisation avec les grandes conférences de La Haye, puis la Société des Nations, et puis le développement de toute une série d'organisations, où là, au-delà d'une observation scientifique, etc., il y a cette idée d'utilité sociale, c'est-à-dire qu'il faut que le droit soit un mécanisme dans une perspective pragmatique qui puisse servir à réaliser un certain nombre d'objectifs, qui sont justement élaborés au sein des institutions. Et donc là, c'est effectivement la période qui s'étend, disons, de la toute fin du 19e jusqu'à la Charte des Nations Unies. À la suite de quoi, on arrive effectivement à la Charte des Nations Unies, et là, on a, sans grande prétendre du tout à l'originalité, divisé cela en, d'une part, la période de la guerre froide, avec un droit international évidemment très libéral au sens où il est basé sur une égalité souveraine, un équilibre des puissances, et non pas tellement sur la généralisation de valeurs ou de principes avec du contenu, puisque l'idée justement c'est qu'il faut préserver le pluralisme et que dès lors imposer un contenu, ce serait revenir un petit peu à la colonisation, puisque lors de la colonisation, effectivement, on imposait les valeurs occidentales au reste du monde avec l'équilibre des puissances et la guerre froide. On a plutôt un droit plus libéral au sens où il est chargé de réglementer la coopération et pour le reste c'est un droit contractuel. Donc effectivement les États peuvent à l'échelle régionale ou pas aller plus loin dans l'élaboration de règles, mais l'idée c'est qu'on n'en impose pas de manière universelle ou que les règles qu'on impose de manière universelle sont des grands principes sur les relations amicales, comme on dit, non-recours à la force, non-intervention, etc. Mais précisément, ce n'est rien d'autre qu'organiser la coexistence de souveraineté. Et dès lors, sans qu'il n'y ait, je le répète, d'imposition par le haut de valeurs. Et puis, dernière période, c'est la période actuelle, celle qui commence avec la fin de la guerre froide, le nouvel ordre mondial, comme on a dit de manière un peu présomptueuse. Présomptueuse parce qu'évidemment, les rapports de force et l'équilibre des puissances, ça n'a pas disparu, comme on le voit en particulier aujourd'hui. Mais il y avait et il y a, et en réalité il y a toujours eu, même pendant la guerre froide, il y a toujours eu, mais là, ça a été remis, disons, à l'avant-plan, l'idée que quand même, au-delà de ce droit libéral très très réaliste, très basé sur tout simplement l'égalité souveraine, il faut pouvoir véhiculer, diffuser des valeurs, notamment en matière de droits humains, qui sont des valeurs universelles, de justice universelle. Avec effectivement toutes les limites, mais c'était l'idée qu'avec la fin de la guerre froide, on allait pouvoir réactiver à la fois le droit international et les institutions internationales qui étaient bloquées, disait-on, par notamment les vétos, etc., de l'un ou de l'autre. Et là, dans une dynamique un peu idéaliste, qui s'est concrétisée quand même par un certain nombre de productions, de créations de toute une série de règles qui vont, oui, dans le domaine des droits humains, mais aussi, par exemple, dans le domaine du dérèglement climatique ou dans le domaine commercial. On a vraiment beaucoup de développement de règles pendant cette période. Et donc, c'est cette idée, effectivement, d'un droit qui doit pouvoir davantage se recentrer, ou dans l'espèce de tension, on doit pouvoir
réinsuffler un petit peu plus de providence, puisque Emmanuelle Joannet, alors elle parle de droit international providence, de reconnaissance de droit aussi à des minorités, donc dans toute cette dimension-là. Donc on a effectivement divisé la période en fonction de ces 6 périodes historiques, avec cette idée, comme vous l'avez compris, qu'il y a chaque fois, il y a toujours les deux, il y a toujours à la fois des rapports de puissance et en même temps une volonté d'universalisation de valeurs. Alors ça s'est traduit, évidemment, la difficulté principale en réalité, tout simplement d'un ouvrage d'histoire du droit international, mais plus encore en bande dessinée où on a quand même moins d'espace, ou en tout cas pour écrire, c'est qu'il fallait choisir des domaines, et donc on a quand même beaucoup centré d'une part sur tout ce qui était recours à la force, réglementation de la guerre, et d'autre part sur tout ce qui était droit humain. Et alors on a essayé, de ce point de vue-là, de montrer l'évolution en prenant, c'est ça aussi l'idée plus structurante de la tension que j'évoquais, c'est de se détacher d'une vision évolutionniste, c'est-à-dire cette idée qu'on va toujours vers le progrès, que le droit international, c'est une histoire d'un progrès, peut-être avec des reculs, peut-être parfois avec des pauses, mais que sur le long terme, on irait vers le mieux. C'est un peu cette vision un peu optimiste qu'on a parfois. Je me rappelle aussi quand on est étudiant et qu'on étudie même la philosophie, et c'est comme si chaque auteur dans l'histoire, tenait compte des erreurs du précédent, et on allait vers le mieux. Alors c'est un petit peu ça le schéma qui est un petit peu la représentation sous-jacente parfois dans l'enseignement du droit international, car c'est un projet évidemment, et pour le légitimer, c'est ce qu'on dit aussi, et on a voulu remettre en cause évidemment cette vision, ce qui n'est pas très compliqué une fois qu'on analyse de plus près les différentes règles. Par exemple, pour ce qui concerne le recours à la force, on dit souvent que finalement cette interdiction date, disons, de 1927, avec le pacte Briand-Kellogg, et qu'avant ça, les États utilisaient la force, c'était la souveraineté. Il n'y avait pas de réglementation, il n'y avait pas d'interdiction, en tout cas. Il y avait tout au plus, à un moment donné, en tout cas, quelques réglementations des moyens de combat, donc du droit du jus in bello, du droit de la guerre, mais les États étaient libres de recourir à la force. Or, en prenant un peu de recul historique, on voit que c'est un récit qui a été construit pour légitimer un nouveau système, en disant « Regardez, c'est révolutionnaire, on ne l'avait jamais fait, dorénavant, ça va aller mieux. Pourquoi est-ce qu'il y a eu la Première Guerre mondiale ? Parce que le recours à la force n'était pas interdit. Dès lors, on va l'interdire et ça va aller mieux. » En réalité, il était déjà réglementé, il était déjà interdit, dans le sens où le principe, c'est le principe même d'ailleurs du droit international. On ne voit pas très bien comment on pourrait dire qu'on doit respecter par exemple un traité si on pouvait envahir son co-contractant. Alors on ne voit plus très bien en effet ce qui resterait du droit. Donc il y a une espèce quand même d'argument logique, mais au-delà de cet argument logique, si vous analysez les justifications des États lorsqu'ils entrent en guerre ou lorsqu'ils font des conquêtes, ils sont toujours très soucieux de se référer à du droit. Alors effectivement, à l'origine, à de la religion, et c'est ce que disent alors le discours, ce que dit le discours actuel, enfin un certain discours plutôt dominant actuel, c'est dit oui, mais avant c'était pas du vrai droit. Alors est-ce que ça veut dire que le vrai droit commence en 1927 ? Non plus, donc alors ça c'est pas très cohérent me semble-t-il. Et alors même au XIXe siècle, par exemple, où il y a une doctrine positiviste qui se développe, puisque on pourrait se dire, mais avant, ce n'était pas du droit positif qu'on invoquait. Oui, mais la notion même de droit positif, c'est un anachronisme, elle n'existait pas. Donc, effectivement, on invoquait des considérations où le droit et la morale se mélangeaient, mais bien sûr, puisqu'elles étaient mélangées fondamentalement. Dès que les deux sphères se sont distinguées, et les deux logiques se sont distinguées, on a eu, en effet, si vous prenez les discours sur les interventions en Grèce, par exemple, dans l'Empire ottoman au XIXe siècle, ou des États-Unis dans la guerre contre l'Espagne à Cuba, ou des tas d'autres exemples en réalité au XIXe siècle, vous voyez qu'il y a des argumentations qui sont juridiques. Alors évidemment, il n'y a pas une interdiction stricte avec uniquement comme exception la légitime défense ou une autorisation d'une institution qui n'existait pas à l'époque, mais il y a quand même l'idée qu'on doit se justifier par rapport à l'ordre européen,
Et donc ce sont des arguments juridiques, ça va renvoyer à des traités, à des arguments coutumiers, comme des droits, par exemple, à mettre fin à des massacres dans l'Empire ottoman. Finalement, si on reprend le discours de Vladimir Poutine du 24 février 2022, c'est pas si éloigné que cela. Il y a en effet un discours juridique avec des instruments juridiques, plus ou moins mélangés, avec des arguments de sécurité, il s'agit de défendre la Russie contre une expansion, et des arguments moraux, il s'agit de mettre fin à des massacres et même à un génocide. Fondamentalement, le vocabulaire a changé, mais le type de raisonnement est toujours le même, c'est-à-dire qu'on se sent, quand je dis les États qui interviennent n'ont pas un discours cynique qui consisterait à dire il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'interdiction de recourir à la force, donc je n'ai pas à me justifier. C'est un discours réaliste qui peut se tenir sur le plan académique, mais qui sur le plan de la pratique, sur le plan de l'analyse du discours des États, ne se vérifie pas, parce que les États, ils invoquent des arguments juridiques. Donc ça nous a semblé intéressant à mentionner. Donc, et là, on le fait avec, en réalité, depuis le début, avec le discours, avec la controverse déjà de De Vittoria et de Sepúlveda au XVIe siècle, et puis plus récemment, par exemple, avec le droit d'intervention humanitaire. Là, vous avez un débat imaginaire, celui-là, entre Marcelo Cohen, enfin imaginaire en tout cas, directement comme ça, est en train de jouer sur une console de jeux de guerre, parce qu'on l'a chaque fois imagé avec des jeux de lutte, disons, où vous avez en effet ces débats sur la licéité des interventions militaires. Alors c'est la même chose pour les droits humains. On dit souvent, voilà, les droits humains, c'est quelque chose qui est né en 1948 avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Avant ça, bon, finalement, le droit international, c'était la souveraineté des États. Comme on le voit tout de suite, dès qu'on fait un tout petit peu d'histoire, c'est beaucoup plus compliqué. Ça vaut pour toute une série de dimensions des droits humains en réalité, mais la controverse de Valladolid sur le point de savoir si les Indiens ont des droits, c'est déjà évidemment des droits humains. Même des questions très contemporaines sur la possibilité de réglementer les activités des grandes entreprises multinationales. Donc le discours consistant à dire que ce qui est tout à fait nouveau, c'est le pouvoir des sociétés multinationales qui érode celui des États, et comment faire pour finalement gérer cela, puisque ces sociétés multinationales sont composées d'individus, mais ont des pouvoirs parfois beaucoup plus conséquents que beaucoup d'États. Donc on imagine mal juste les réduire à des personnes comme les autres, mais en même temps ce ne sont pas non plus des États. Donc là on aurait quelque chose de fondamentalement nouveau. Tout ça, avec un peu de recul historique, on relativise fortement. Si vous voyez l'histoire de la colonisation, par exemple, il y a un livre qui est sorti d'ailleurs au même moment que la bande dessinée, à peu près, de David Van Reybrouck sur l'Indonésie, qui s'appelle Révolutie, qui est sur la révolution en Indonésie, donc la décolonisation en Indonésie. Il reprend une perspective historique tout à fait passionnante. Il avait fait auparavant un ouvrage sur le Congo, tout aussi passionnant d'ailleurs. Et ce qu'il montre très bien, c'est que la colonisation de l'Indonésie, qui donc est un des États les plus peuplés du monde et qui est le plus grand archipel du monde, a été réalisée essentiellement par la Compagnie des Indes orientales. Et l'État néerlandais, en réalité, justement, les relations entre cet État et la Compagnie étaient justement pas du tout très formelles. Et c'est plutôt d'abord la Compagnie qui a colonisé et puis l'État qui est arrivé plutôt que l'inverse. Autrement dit, on voit bien que dès cette époque, les sociétés ont parfois autant, voire plus de pouvoir que des États. La Compagnie pouvait battre monnaie, elle avait une armée, elle gérait des territoires. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de révolutionnaire de ce point de vue-là. Et on a déjà toutes ces questions, en réalité, qui se posent, où on voit bien évidemment que les droits humains, ça on le voit avec la controverse de Valladolid, ce qu'elle dit et ce qu'elle ne dit pas, c'est-à-dire ce qu'elle dit, c'est que finalement les Indiens ont des droits, mais le résultat va être le même, c'est qu'on va considérer que puisqu'ils ont des droits au sens du droit
occidental, enfin du droit tel qu'il a été élaboré par l'école de Salamanque, eh bien ils ont aussi des obligations. Et donc, puisqu'ils entravent la juste colonisation de terres inoccupées au sens du droit de propriété, enfin du droit tel qu'il existait, en tout cas dans l'Europe occidentale, eh bien la colonisation est justifiée comme une espèce, on dirait aujourd'hui, de contre-mesure, de réponse à une violation des droits des États occidentaux. Donc, autrement dit, ils ont peut-être des droits, mais au bout du compte, on peut quand même les coloniser. Et puis, par ailleurs, comme vous le savez, par contre, les populations d'Afrique noire, en particulier, elles ne sont pas couvertes par cela, n'ont donc pas de droits, et c'est ce qui mène notamment à l'intensification de l'esclavage, avec, à ce moment, l'idée que les esclaves sont des marchandises, sont des objets sur lesquels s'exerce le droit de propriété. Et donc nous-mêmes, en faisant la bande dessinée, en revoyant nous-mêmes notre droit international par la même occasion, on a quand même été fortement surpris de se rappeler, c'est quand même qu'en 1956 que l'esclavage est complètement interdit, alors qu'auparavant, seule la traite était interdite, et qu'il y avait... en effet, dans l'entre-deux-guerres avec l'OIT, une demande aux États de, le plus tôt possible, de mettre fin à l'esclavage, mais il n'y avait pas d'interdiction, disons, tout à fait rigoureuse. Donc on voit qu'avec les droits humains, on voit comment cette histoire peut nous faire réfléchir sur, finalement, la permanence d'un certain nombre de questions ou de problèmes dans l'histoire. L'universalité n'est finalement peut-être un objectif ou un discours, mais certainement pas une réalité. Donc là, vous voyez, on a justement mis en scène Emmanuel Jouannet dans le début de la bande dessinée qui parle de Guantanamo, où on voit bien comment les États-Unis, par exemple, n'étant pas partis à toute une série d'instruments protecteurs des droits humains et encore moins à des mécanismes de contrôle, échappe en réalité à toute sanction, juridiquement parlant, ne parlons pas d'autres types de sanctions, par cette stratégie-là. Ce qui est intéressant évidemment aussi, c'est de constater comment, avec des exemples comme Guantanamo qui ouvrent l'ouvrage, on voit comment les questions d'interprétation sont importantes, puisque je vous rappelle, pour les États-Unis, le fait de priver par exemple quelqu'un de sommeil, de l'isoler, complètement pendant des mois, ne sont pas constitutifs d'actes de torture, puisque pour qu'il y ait des actes de torture, disent les États-Unis, ils ont émis une réserve à la Convention sur la torture, il faut qu'il y ait des souffrances aiguës, et donc là, ça, ce ne serait pas des souffrances aiguës. Donc on voit bien que, effectivement, il y a, au-delà de la vocation universelle, il y a beaucoup de relativité en raison tout simplement de l'état de ratification des traités et des mécanismes de contrôle, et aussi relativité en raison de l'interprétation ouverte qui touche évidemment les droits humains ou le recours à la force, avec la légitime défense par exemple. Alors voilà un petit peu sur un bref aperçu de la manière dont on a essayé d'analyser l'évolution des règles, mais quand on dit évolution, c'est moins l'idée, je le répète, d'un progrès que simplement de changements qui sont à la fois dus à des évolutions des modes de pensée et aussi évidemment des contextes politiques dans le cadre desquels les règles sont produites. Ce qui me mène alors à la deuxième partie de ce petit exposé. Donc là, il y a des hypothèses. Je voudrais plus brièvement, alors vous soumettre 3 hypothèses un peu structurantes qui permettent de comprendre l'ensemble du raisonnement. La première hypothèse, là, elle est illustrée ici par Jean Salmon, qui est critique, qui incarne ici une approche critique, qui est plutôt celle de l'ouvrage, comme je vous l'ai suggéré. Et l'hypothèse, elle est effectivement basée sur l'idée que pour bien comprendre le droit international et le droit plus généralement, il ne suffit pas de penser qu'on va pouvoir correctement interpréter une règle ou qu'on va
qu'il suffira d'adopter une nouvelle règle pour régler un problème. En gros, l'idée est que les règles ne surviennent ou ne sont appliquées effectivement que si elles sont soutenues par un certain nombre de combats. Et ça, c'est ce qu'on essaye de montrer dans la bande dessinée. Il y a différents exemples qui sont évoqués, j'en cite brièvement 3. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, par exemple, la décolonisation. Alors on pourrait se dire, c'est souvent ce on s'est rendu compte, grâce au progrès de la pensée, que c'était quand même pas bien, que c'était quand même injuste que tous les peuples n'aient pas le droit à constituer leur propre État. Bon, ça semble quand même un peu naïf, et ça l'est. C'est vrai dans le sens où il y a un progrès des idées et que effectivement c'est quelque chose qui se passe sur le long terme et que ce n'est pas du jour au lendemain, ou que l'idée même que tous les peuples sont égaux et ont un même droit à la qualité d'État va être reconnue, puisque vous l'avez vu avec le petit schéma au XIXe siècle, le racisme était complètement intégré dans le droit international en réalité, avec ces 3 cercles et cette idée de mission sacrée de civilisation que vous retrouvez d'ailleurs toujours dans certains textes juridiques. Donc ce n'est pas du jour au lendemain, mais en même temps, ce n'est pas uniquement par la conviction de ceux qui portent les idées que ça va fonctionner. Il y a aussi des luttes, et ces luttes, elles sont le fait évidemment de ceux qui ont intérêt à ce que ça change. Si vous examinez effectivement l'année 1960, qui est l'année lors de laquelle l'Assemblée générale adopte les grandes résolutions sur la décolonisation, comment ne pas remarquer que c'est peu après la conférence de Bandung en Indonésie, justement, où tous les grands leaders du Sud se réunissent et où, manifestement, il y a une crainte plus générale que si on ne leur donne pas raison, ils pourraient basculer dans le camp soviétique qui, à ce moment-là, avait pour stratégie d'encourager au maximum le mouvement de décolonisation, de manière à avoir davantage d'alliés dans le contexte de la guerre froide. Mais on peut aussi le comprendre comme la suite de la crise de Suez de 1956, c'est-à-dire la défaite des puissances coloniales classiques, le Royaume-Uni et la France, contre qui? Contre notamment les États-Unis, qui avaient tout intérêt à la décolonisation pour ouvrir les territoires au marché, puisque dans le cadre, par rapport aux États-Unis, leur type, disons, de puissance était davantage une puissance économique, et d'ailleurs aussi culturelle, qu'une puissance impériale classique, même si les États-Unis ont évidemment également colonisé des territoires, c'est un État de colons, mais néanmoins, ensuite, si à l'échelle globale, disons, on voit bien que ce n'est pas la même chose que les États coloniaux. D'ailleurs, le fait que les États-Unis soient issus de la décolonisation configure aussi évidemment culturellement leur discours en faveur du droit à l'autodétermination. Donc bref, en 1960, ce n'est pas tout d'un coup parce que les idées ont progressé, ça fait partie d'un mécanisme bien particulier. Deuxième exemple, la création de l'OIT et les droits économiques et sociaux. Eh bien, effectivement, après la Première Guerre mondiale, ce n'est pas seulement parce qu'on se serait rendu compte des méfaits et de tous les défauts d'un droit libéral, hyper libéral, uniquement basé sur le contrat et l'égalité formelle entre individus, avec comme conséquence qu'il n'y a pas du tout de limite de loi impérative ou d'ordre public qui empêcherait des exploitations complètement débridées. C'est évidemment aussi dans le contexte du développement du communisme réel, comme on a dit, et donc de l'Union soviétique, où effectivement il y a eu une espèce de... il y a eu une corrélation historique entre cela et le progrès de l'État-providence dans les États occidentaux, ce qui a été quand même une manière, effectivement, d'intégrer des critiques dans le système capitaliste qui, à l'origine, ne comprenait pas fondamentalement de droit social, de manière à l'améliorer, vont dire certains, le préserver, vont dire d'autres, mais en tout cas à l'adapter. Donc ça, c'est un autre exemple que l'on évoque dans le livre. Troisième exemple, les droits des femmes, où on voit bien historiquement aussi comment ça fait son apparition dans le droit international, en tout cas avec des conventions comme la CEDEF, la Convention contre les discriminations à l'égard des femmes, après effectivement qu'on ait une conjonction historique liée à la fois à
un assouplissement des mœurs et disons, à partir de la gauche, si on peut dire, des progrès libertaires, d'émancipation individuelle, etc., post-68, d'un côté, mais de l'autre côté aussi, avec une évolution économique où, dans un système capitaliste, on brise les féodalismes et finalement le statut de servage dans le cadre desquels les femmes étaient dans les milieux familiaux relégués, elles le sont encore en grande partie, mais étaient de manière, disons, massive, est quelque chose de pas très fonctionnel par rapport à une économie où elles sont supposées, au contraire, entrer dans le marché. Donc ça, sont des grandes... des réflexions, en tout cas des pistes de réflexion qui sont proposées pour aller au-delà d'une vision par trop naïve de voilà, une évolution des règles parce que finalement on s'est rendu compte que c'était mieux de faire comme ça ou que c'était plus juste de faire comme ça. Alors deuxième hypothèse structurante était liée évidemment à la première, était que, alors inspirée plutôt de Anthony Anghie qui a écrit ce livre sur la souveraineté et l'impérialisme qui est vraiment tout à fait, si vous ne l'avez pas lu, je vous en conseille la lecture, qui est un livre d'histoire du droit international, et où l'idée est que la souveraineté est souvent présentée comme un concept qui a permis, ce qui est vrai, aux États occidentaux de coexister après, en particulier, les épisodes des guerres de religion, et notamment la guerre de 30 ans, mais que c'est aussi par ailleurs une manière de se donner une identité par rapport au reste du monde. Et c'est pour ça, en effet, qu'on commence avec la conquête des Amériques, c'est-à-dire que, effectivement, le fait de pouvoir décider qui est État, qui est souverain, c'est aussi une manière de forger son identité par opposition aux populations du tiers-monde, comme on dira plus tard. Et bon, ça fait partie des études postcoloniales, là c'est dans le domaine du droit international, mais qu'on retrouve plus généralement, comme avec par exemple Frantz Fanon ou d'autres qui vont effectivement définir l'Occident par opposition à l'Orient, avec, eh bien, dans le domaine juridique, la souveraineté, c'est par opposition aux autres populations. Encore aujourd'hui, les peuples autochtones, par exemple, ça ne se définit que par rapport aux colonisateurs. Donc c'est toujours cette idée-là que ça va structurer les concepts de souveraineté ou le droit international. Ça ne va pas seulement être un droit effectivement entre États égaux, c'est aussi quelque chose qui s'est historiquement constitué en opposition à d'autres populations que, en réalité, les populations d'Europe occidentale à l'origine, et que ces éléments structurels se retrouvent encore dans un certain nombre de règles. Et alors enfin, troisième et dernière hypothèse structurante, ça c'est plutôt, je dirais, en guise de conclusion, c'est que, voilà, alors là on a une vision du droit international comme une espèce de champ juridique. Un champ, c'est une expression bien particulière, bon, qui vient de la théorie de Bourdieu, mais qui reflète bien deux éléments centraux qui sont à la base de ce livre. Le premier élément, c'est l'idée de tension. Un champ, c'est en physique, c'est un champ électromagnétique, vous avez des tensions, et en effet, vous êtes entre deux pôles, effectivement. Alors là, j'ai oublié de poursuivre les slides pendant ce temps-là. Bon, ça, c'était les femmes, ça, c'était... Voilà. Donc, vous êtes à la fois entre deux pôles, donc ça, c'est imagé ici, hein, vous voyez, entre, par exemple, je sais pas, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et la stabilité des frontières, ou l'universalité des droits humains et la relativité. Donc on est immanquablement toujours soumis à une réflexion qui va être dans le champ configuré en tension. Et alors l'autre idée de champ, c'est qu'il y a aussi l'idée de champ de bataille. Et donc là, c'est l'idée d'un champ de lutte. La fin de la bande dessinée... est d'ailleurs un petit peu plus optimiste, parce que peut-être certaines lectrices ou certains lecteurs disent oui, mais c'est un peu pessimiste, mais l'idée n'est pas d'être pessimiste, c'est plutôt de dire que c'est un champ de lutte, donc souvent c'est les plus forts qui gagnent dans une lutte. Mais néanmoins, l'intérêt du droit international, c'est que les puissants, les dominants, pour utiliser le droit international comme élément de justification, ils ne peuvent pas être
ça ne doit pas être trop visible. Donc il faut que le droit international ait une certaine autonomie. Il ne faut pas qu'il soit trop visiblement réduit à la volonté des puissants. Il faut une certaine autonomie. Et cette autonomie, elle va permettre alors à tout le monde finalement d'utiliser le droit international. Et le droit international, c'est aussi ça, l'histoire du droit international. C'est une histoire où des dominés, je parlais de la décolonisation, mais il y a évidemment bien d'autres exemples, vont se servir des outils qui avaient été peut-être forgés pour justifier cette domination, mais ils vont les retourner contre les dominants avec la décolonisation, avec les droits des femmes, avec les droits sociaux. On le voit aujourd'hui aussi avec les droits dans le domaine du dérèglement climatique. On voit quand même, à travers toute une jurisprudence, comment ces experts, juristes en particulier, mais pas seulement dans la société civile, se rendent compte que le droit peut être un instrument de lutte, mais simplement, ce n'est pas parce qu'on adopte une nouvelle règle, ce n'est pas parce qu'on réussit à avoir un nouveau jugement que c'est terminé. La lutte, elle est constante, c'est-à-dire qu'on va devoir, comme on le voit aussi aujourd'hui avec les débats sur l'avortement, par exemple, où on voit bien qu'encore une fois, il n'y a pas de progrès linéaire, mais qu'il y a toujours des risques de revenir en arrière. Ça, c'est une conception un peu évolutionniste, mais enfin, de revenir dans l'autre sens, en tout cas, et que, effectivement, le droit, à cet égard, peut être un instrument. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de terminer sur une note peut-être plus optimiste à la fin de la bande dessinée. Voilà en quelques mots quel était le projet. Et sur la forme, là, vous avez pu voir quelques illustrations. Évidemment, c'est important pour une bande dessinée. Si on n'aime pas le dessin, là... mais l'idée était, pour terminer quand même, c'était celle du dessinateur lui-même, Gérard Bédoré, qui voulait commencer à dessiner. Enfin, il dessinait depuis longtemps, mais il était architecte, il n'était pas professionnel. Et qui, c'est un ami de Pierre Klein, lui a dit il faut faire une bande dessinée sur le droit international. Et alors on était tout de suite enthousiastes, surtout pour ce qui me concerne, dès que j'ai vu ses premiers dessins, j'ai su que le projet allait me plaire, et donc ça c'est déjà une bonne chose quand même quand on fait quelque chose qui se plaît à soi-même, en espérant quand même ne pas être le seul. Merci.